Bienvenue sur le podcast des apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast lecture du Trône de Fer ou A Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 2, c'est-à-dire le premier chapitre de Sansa de Asaoka. Je sais pas si on dit Akok ou Asaoka, mais bon, tu vois, Akok. Je préfère dire Asaoka. Et donc, c'est parti, je suis toujours avec Guillaume. Vous avez entendu son rire. Et puis, on peut partir pour le résumé. Donc dans ce chapitre, on retrouve Sansa, qui doit assister au tournoi organisé en l'honneur du roi Geoffrey pour son anniversaire. Et on apprend que la nouvelle concernant la mort de Viserys est enfin parvenue jusqu'au Donjon Rouge, et le tournoi est loin d'être aussi impressionnant que ce qui avait pu être organisé en l'honneur de la main du roi du temps de Robert. Les joutes sont sans aucun intérêt, et même un certain Ser Dantos fera même l'affront de se présenter ivre au tournoi. Geoffrey tente de le faire noyer dans un tonneau de vin, mais Sansa réussit tant bien que mal à convaincre Geoffrey de ne pas le tuer le jour de son anniversaire. Et enfin, le tournoi sera perturbé par l'arrivée de Tyrion, qui va s'empresser de faire valoir sa nouvelle position de main du roi afin d'obtenir un entretien avec la reine régente. Ok. Le chapitre débute par la vision de la fameuse comète rouge du point de vue de Sansa. Cette fois-ci, pour Harys du Rouvre, garde royal chargé de protéger Sansa, il s'agit d'un symbole signe de la gloire de son fiancé, le roi Geoffrey. D'ailleurs, la comète était écarlate, couleur de la maison Lannister. Et justement, c'est pour ça que Sansa doutait des paroles d'Harys, car Geoffrey était un Baratheon et que leur emblème était un cerf noir sur champ d'or. Alors, la comète se devait d'être noire. Ça devait d'être d'or plutôt. Donc du coup, pareil, hein, on continue avec cette comète rouge là, du point de vue des POV. On avait déjà parlé, que ce soit pour le prélude, pour le chapitre d'Arya. Là, on l'a même pas en fait du point de vue de Sansa. Je pense que Sansa, si on lui demandait, elle dirait la couleur rouge écarlate du sang de son père lorsqu'il s'est fait exécuter. Un truc dans le genre. Et par rapport aux affirmations de Harys du Rouvre, en fait, ça rejoint un peu ce qu'on disait par rapport au premier tome, c'est-à-dire que, je sais pas si tu te rappelles, mais en gros, on avait dit que Geoffrey, il était jamais distingué comme étant un Lannister. Ou c'est comme Cersei, tu vois, à chaque fois on l'appelait Cersei Lannister et jamais Cersei Baratheon. Oui. Et que, pareil, Geoffrey, à chaque fois qu'on montrait ses couleurs, je crois qu'il y avait à la fois les Baratheons, mais aussi les Lannister. Ouais, depuis le début, il y a cette espèce de dualité en lui, et alors que ça devrait pas être le cas, ça devrait être Baratheon, point barre. Bah ouais, en plus dans le premier tome il y avait une dualité, mais là on a l'impression que même le côté Baratheon il a carrément disparu quoi. Ah oui, à la fin on voit qu'il pleure même pas son père Robert. Bah après on sait que la relation n'était pas top, mais non mais de toute façon on sait que de toute façon le Baratheon il a rien à faire chez Geoffrey de toute façon au final, mais lui il est pas supposé le savoir. Ouais, c'est sûr. À moins en off de l'histoire, Cersei est avoué à Geoffrey que c'est un... Mais c'est vrai qu'il vante jamais le cerf. Tout le temps à mettre en avant le lion, tout le temps en permanence. C'est étrange, hein. Son épée, c'était quoi, dents de lion? Encore une fois, tu vois. Et autant on sent le conditionnement de Cersei, je suppose. Parce que les Baratheons, c'est une noble famille, c'est une famille assez guerrière, donc à pas en avoir honte. Donc ça serait plutôt que Cersei la baratine avec des histoires en disant t'es plus un Lannister qu'un Baratheon ou quelque chose comme ça. Oui, c'est possible. Geoffrey n'avait pas arrêté de faire frapper Sansa par l'intermédiaire de ses gardes, ce qu'on avait découvert dans l'ultime chapitre de Sansa dans AGOT. Donc il était venu, je sais plus pour quelle raison il était venu la frapper avec Boros Blount dans son tout dernier chapitre dans AGOT. C'était parce qu'elle avait dit, tu sais, Geoffrey avait dit je vais apporter la tête de ton père en cadeau, et elle avait répondu c'est peut-être, attends, je sais plus si elle avait répondu, c'est peut-être la tienne qui va m'apporter. Ouais, c'est peut-être ta tête qui va venir m'apporter. Ah oui, c'est ça. Après il a dit Sir Boros et tu une gifle là. Ouais. Aller-retour, il me semble. Le jour où Geoffrey avait appris que Robb s'était fait nommer roi du Nord, il avait fait laisser, grâce à, encore une fois, Sir Boros Blount, des ecchymoses sur le corps de Sansa. Donc c'est vraiment le comportement d'une femme battue, tu sais, qui met des longs habits pour cacher ses bleus, qui met du maquillage, etc. Alors, c'est triste, hein, quand on sait que Sansa, elle a 11 ans, voire 12 maintenant peut-être, mais... Et puis le fait j'ai l'impression qu'il frappe pas au visage ou un truc comme ça. Si, parce qu'elle est dans son... c'est vrai qu'elle a les joues rouges ou un truc comme ça, ouais. Je pense qu'ils sont pas les couilles, hein, c'est le roi, donc qu'est-ce qu'il en a à foutre
Ouais, mais souvent ils veulent faire attention à pas abîmer le visage pour pas qu'en public, tu vois, ça parle trop dans la cour. Seul Harris du Rouvre lui paraissait courtois dans la garde royale. C'était le seul avec qui elle pouvait avoir une conversation. Et d'ailleurs, Sansa nous apprend qu'il adorait parler de choses indiscrètes. Donc là, que ça, Harris du Rouvre, parmi tous, je sais pas, cet attroupement de connards, ça paraît quand même comme quelqu'un d'assez sympa dans le chapitre. Ouais. Mais à force, moi, je me méfie, tu vois. Je me dis, bah, après, j'ai tendance à y croire qu'il soit un peu plus empathique que les autres, mais tu dis, ouais, elle est où la couille là, parce que genre tu sais, je me mets un espion. Non, mais je me mets du point de vue de Sansa, tu sais, t'as plus confiance en personne là. Après, il lui révèle pas. Ouais. En plus, c'est plus lui qui parle que elle qui parle en vérité. Oui. Hein. Ouais, elle fait que lui poser des questions. C'était une petite pipelette. Les autres membres de la garde royale, donc Sir Boros, Sir Meryn, Sir Preston et Sir Mandon, eux, ne rechignaient pas à la frapper lorsqu'on leur ordonnait. Le Ligné, lui, membre de la garde royale depuis la destitution de Barristan Selmy, ne recevait jamais l'ordre de frapper Sansa. Ça m'étonne quand même. Pour quelle raison? Genre, en mode, il doit frapper bien fort, c'est sûr qu'il va le faire. Je sais pas trop. Moi, je pense qu'il y a un truc entre, c'est plus entre Joffrey et Sandor, donc le Ligné, que plus entre Sandor et Sansa. Parce que Joffrey, je pense pas qu'il est au courant de la mini-relation qu'ils ont les deux, mais peut-être plus un truc genre en mode Joffrey, il craint Sandor, et il a pas envie de lui faire effectuer cette bassesse, entre guillemets. Oui, mais il lui fait effectuer plein d'autres bassesses, type aller chercher aller tuer le fils du boucher, tu vois. Donc frapper une fille... Ça, c'est pas, tu vois, parce que je pense que Joffrey, il sait que frapper une fille, tu vois, c'est quand même assez vil. Tu sais, des tâches guerrières ou quelque chose comme ça, bon, Sandor, il peut y aller. Frapper une fille... Et tuer un petit boucher d'un enfant... C'est d'ailleurs, en plus, tu sais, c'est Joffrey dans le premier tome qui a chargé, par exemple, Sandor de raccompagner Sansa au Donjon Rouge. Tu vois, des trucs comme ça, genre... Après, je sais pas l'expliquer, ça se trouve, je dis complètement une connerie, mais sûrement c'est je sais pas. Je pense qu'il a pas la même relation avec Sandor et avec les autres membres de la garde royale. De toute façon, on l'avait déjà dit, la relation Lannister, Joffrey et Sandor, elle est... Ouais, chelou, ouais. Elle est particulière, elle est pas facile à cerner, genre. Espèce de... Est-ce qu'il y a un respect mutuel, ce qui n'a pas l'air d'être le cas vraiment, parce qu'il lui parle mal. Sandor, je pense qu'il se rend bien compte que Joffrey, c'est un petit con, tu vois. Pourquoi Sandor, il est aussi docile avec Joffrey? Tu vois, c'est dur de comprendre. Une relation très étrange. Et bon, le dernier membre de la garde royale, Jaime, était là où il était. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'en fait, dans le dernier chapitre de Catelyn, dans la GOT, il y avait pas eu mention de Jaime, en fait. C'est-à-dire que c'était le premier chapitre où on voit Catelyn après la capture de Jaime, pendant la bataille du Bourg Murmure, mais il est pas cité, en fait, dans le... Bon, on sait qu'il était prisonnier, hein, mais on l'a pas revu depuis sa capture, en fait, quoi. Mais par exemple, je pense que Joffrey, il leur donnerait jamais à Jaime de frapper Sansa. C'est possible. On était le jour de l'anniversaire de Joffrey, de ses 13 ans, et le nouveau roi avait donné un tournoi pour l'occasion. Mais de l'avis de Sansa, celui-ci paraissait morose en comparaison de celui qu'on avait donné en l'honneur de son père, la nouvelle main du roi. Sansa apprend par Harris du Rouvre que Cersei ne se trouvera pas au tournoi, chose triste, car la seule présence de Cersei réfrénait les horreurs de son fils. On sent que Joffrey, il est toujours sous la coupe de sa mère parce que oui. Elle ajoute le dernier grain de diplomatie qu'il faut pour régner correctement, quoi. Ouais. Moi, j'allais dire qu'elle lui a interdit de participer à la joute, par exemple. Donc, ce qui fait que, tu vois... Ouais. Enfin, quand on y pense, en fait, ok, Joffrey, il dit que c'est le roi, mais en fait, c'est Cersei, la reine douairière. En réalité, c'est Cersei qui a tout... Enfin, si on prend vraiment les règles strictes de Westeros et enfin, je vais dire de cette monarchie en général, que c'est pas une monarchie, mais normalement, là, Joffrey, il a aucun pouvoir. Hein. En vérité, il peut vraiment... C'est à ses 16 ans, c'est ça? Ouais. D'accord. Quand on lit le prélude de Martin, là, Fire and Blood, tu vois que en fait les règles sont strictes, c'est genre en mode ok, enfin il va hériter, ok, c'est l'héritier, c'est le futur roi, mais actuellement comme il est encore mineur, et en fait il a pas de pouvoir. En fait on le laisse jouer un peu quoi. Ok. Donc Cersei ne se trouverait pas au tournoi car elle faisait partie à présent du conseil restreint en qualité de reine douairière et que des nouvelles importantes affluaient du royaume.
Comme par exemple le fait que Tywin était allé occuper le château d'Harrenhal alors que Cersei avait ordonné à son père de revenir à la capitale. J'avoue que ça m'a fait un peu tilt quand j'ai lu ce passage, en mode Cersei, elle peut commander Tywin. Ouais, Cersei, elle ordonne à Tywin. C'est la reine. C'est la reine. Techniquement. Ouais. Je pense que Cersei elle a ses caprices. Mhm. Mais que bon, Tywin il s'en bat les couilles. Genre. Oui, je pense que Tywin s'en Il bat. s'en Ouais, bat. Je pense qu'il a lu ça. À mon avis, j'imagine tellement le lire genre. Et il met la lettre de côté. Allez, de quoi tu me parles toi. Enfin, vu, tu vois, on a quand même aperçu Tywin une fois dans le premier tome, et vu, je sais pas ce qu'il nous a présenté, ça paraît très improbable qu'il écoute les ordres de sa fille, quoi. Les ordres. Arrivé sur la courtine extérieure, Sansa découvre les spectateurs du tournoi bien moins nombreux qu'à l'accoutumée. Donc ce qui fait aussi que c'est pour ça que le tournoi de l'anniversaire du roi Geoffrey maintenant, parce que on l'appelait prince pendant 72 chapitres, maintenant c'est le roi Geoffrey. Paraît plus morose qu'à l'accoutumée. Donc on y retrouve Lord Gilles Roseby, donc première fois que le lecteur l'aperçoit, et qu'on retrouve dans les appendices comme appartenant à la cour du roi Geoffrey, mais sans informations supplémentaires. Okay. On trouve aussi Lady Tanda, dont on avait déjà parlé dans la GOT. Est-ce que il me semble que c'est une dame de la cour et que le père essaye de la faire marier à, tu sais, à Littlefinger. Okay. Tu sais, t'as Littlefinger qui fait il y a la vieille, il y a le laideron de Tanda que je dois. C'est ça. Alors c'est presque ça. Je dois voir. Tu tapes dans le mille. En gros, c'est Lady Tanda qui essaye dans le premier tome de faire marier sa fille cadette à Littlefinger. Ah d'accord. Et en fait, dans le premier tome, plus tard, en fait, on découvre que sa fille cadette elle est assez grosse et que c'est pour ça qu'elle aurait du mal à la marier, quoi. D'accord, ok. C'est la fille de Lady Tanda du coup. Ouais. C'est pas elle-même. Ok. Donc dans les appendices, on découvre que cette dame s'appelle Lady Tanda Castle-Foyer, et donc elle est présente au tournoi avec ses deux filles, donc la fameuse Lolis, enfin la fameuse cadette, Lolis, donc ça que Sansa qualifie de bovine à cause de son poids, c'est méchant quand même. Et et Phalis, l'aîné que Sansa qualifie de vipère. Yes. On a aussi comme spectateur l'exilé des îles d'été Jalabar Shaw, ainsi que Lady Hermesande Fenge, un nourrisson encore au sein, qui allait bientôt, selon les rumeurs, épouser l'un des cousins Lannister qui allait s'approprier ses terres. Quoi, de quoi tu parles? Attends, Lady Hermesande Fenge, un nourrisson. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. Ouais. Oui, parce qu'en fait, son nom de famille, il est révélé dans les appendices. Mais en fait, dans le texte, dans le chapitre, on dit juste Lady Hermesande. Ok, d'accord, très bien. Ça, c'est vraiment le type d'information dont tu fais pas attention. Et que tu veux... Par exemple, Lady Tanda, je pense que à 95%, personne n'y a fait attention au premier tome, et putain, les gens, ils disent, mais c'est la première fois qu'on la voit dans ce tome, tu vois. Je pense, hein. Parce que je pense que moi, j'ai pas fait attention dans ma première lecture. Sansa arrive après de son roi Geoffrey, qui était présente en compagnie de sa sœur Myrcella, de son frère Tommen, ainsi que de son garde royal Sandor Clegane. Et Geoffrey lui apprend que celui qu'on appelait le roi gueux, c'est-à-dire Viserys, était mort, couronné d'or en fusion par les Dothraki. Donc moi, dans mes notes, j'ai noté que c'était sûrement Varys qui leur a donné l'information. Oh, probablement, hein. Ouais. Et mais bon, Varys, on voit qu'il a... Mais Varys, c'est compliqué, parce qu'on me dit, ces espions, c'est des petits oiseaux, là, donc c'est des enfants. Ouais. C'est les enfants que lui envoie Irium Opatis. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a des espions vraiment partout, et parce que pour avoir cette information-là, c'était vraiment à vers la fin du tome 1, et ça viendrait des Dothraki, quoi. Après, je dis pas, il peut avoir son réseau, mais... Ouais, mais donc du coup son réseau va loin parce que ça s'est passé où? Au Dosh Khalin, ça? Non? Ouais, où t'avais pas le droit. À Vaes Dothrak, où t'avais pas le droit de sortir une lame. Ouais. Ouais. Ouais, donc ça s'est passé. C'est vraiment loin, genre faut des insiders vraiment. Mais c'est vrai. Pour que l'information elle leak. Varys, hein. Mais et oui, en plus juste par rapport à Varys, une petite digression. Donc ce que je disais en off avant l'émission, parce qu'on enregistre ce chapitre suite au chapitre 1, et je sais qu'il y avait on sent une vraie différence entre le Varys de la série et le Varys des livres, dans le sens où le Varys des livres, franchement, on l'aperçoit que très peu en fait. Ouais, hein. il est mystérieux comme pas possible. Ouais. Alors, il est vraiment
On a du mal à saisir sa personnalité. Ses intentions, on comprend rien. Dans la série, en fait, il a beaucoup plus de caractère déjà. Ouais. Il est beaucoup plus affirmé. Il apparaît beaucoup plus souvent. Ouais. Et il a une relation avec Littlefinger qu'on ne voit pas dans les livres. Ouais, mais c'est tout ça. T'as totalement raison. Donc du coup, le fait qu'il ait plus d'action dans la série et qu'en plus, du coup, qu'il ait plus d'action, qu'il apparaît plus souvent et donc que son caractère soit plus affirmé, ça fait que t'as l'impression de le connaître dans la série. Je dis pas que tu connais tous ses plans, mais on voit à peu près qui c'est, on voit quel est son rôle entre guillemets. Là, dans les livres, franchement, t'es perdu parce qu'en fait, il effectue peut-être moins d'actions dans les livres, mais sauf que ses actions elles sont encore plus dispersées que dans la série. Donc, ouais, petite digression. Donc, le premier combat du tournoi oppose Sir Meryn Trent, membre de la garde royale, contre Oberyn Redwyne. Donc, on le rappelle, Oberyn Redwyne, c'est un des fils de Paxter Redwyne, et il était, comme son frère jumeau Horace Redwyne, ainsi que Sansa, prisonnier à la cour. Donc, c'est des bons prisonniers, parce que, je viens de le dire, c'est les fils de Paxter Redwyne, et Paxter Redwyne, on a le sentiment que c'est quand même un des seigneurs bannerets importants de Mace Tyrell. C'est pas un intendant ou un truc comme ça? Non, pas du tout. C'est juste le sire de la Treillis. Mais on sait que c'est un seigneur important parce que bon, c'est avec lui que Mace Tyrell a effectué ce siège-là de... Le roi viticulteur. Il contrôle tout le vin dans le pays. Exactement. Ouais, avec le vin de Dorne, mais... Ah oui, c'est vrai. Et ouais, donc ils tiennent des otages importants puisque bon, vu qu'ils doivent être maintenant, comme on sait que les Tyrell sont alliés à Renly, voilà, si t'as les fils d'un des seigneurs bannerets les plus importants de ton fief, bon, ça peut toujours servir, quoi. Toujours. Le deuxième combat opposa Ser Balon Swan à Ser Morros Selint. Donc on avait déjà aperçu lors de Balon Swan dans le premier tome, il était venu participer au tournoi de la main et était resté dans la cour de Robert ensuite. Et donc du coup, en regardant les appendices, on sait que ce Balon Swan est le second fils de Lord Julian Swan, Lord de Pierre Home, dont on avait parlé dans le prélude d'Ahsoka d'ailleurs, parce que je sais pas si tu te rappelles Guillaume, mais en gros Davos il était parti rencontrer des seigneurs bannerets des Baratheons. Oui. Et donc il avait cité ce Julian Swan. Bon, il était récalcitrant, mais il l'avait rencontré quand même. Et donc dans le chapitre, on nous dit que ce Balon Swan était je sais pas si t'as noté, il était de la Garde Rouge. Ouais. Et j'ai pas compris. Ouais. Normal. En gros, la Garde Rouge, mais ça c'est des informations dans l'encyclopédie du Trône de Fer. La Garde Rouge, en fait, c'est une région des Marches de Dorne. Et donc, c'est une région qui est sous la suzeraineté des Swan, qui sont les seigneurs de Pierre Home. Donc, on avait déjà dit dans le prélude que, par rapport à Julian Swan, que Pierre Home apparaissait pas sur la carte du livre. Mais pour information, en fait, c'est juste à l'est de Havre Noir. Donc, la terre des Dondarion, qui est située au niveau des Marches de Dorne, tout ça. Morros Selint est, lui, d'après les appendices, le fils et héritier de Lord Janos Flint de Harrenhal, Lord Janos Flint. Et Geoffrey, justement, se plaint qu'un simple arrivé du peuple soit présent à son tournoi, mais bon, c'est lui-même qui avait fait lordifier son père, Janos Flint. Donc, bon. Voilà, Geoffrey... mais tu vois, c'est ce truc chiant par rapport à lui, quoi. D'ailleurs, en plus, je crois que c'est Sansa qui dit, mais... C'est toi qui as fait Janos Flint alors, de quoi tu te plains, genre. Ouais. Et bon, le troisième combat oppose Ser Lothar Brune, franc-coureur au service de Lord Baelish, et Ser Dontos Olar de le Rouge, un ivrogne d'après les appendices. Et par rapport à Dontos Olar de Rouge, en fait, on nous dit que c'est un ivrogne, et il arrive complètement en retard et bourré pour son combat. Et à ce moment-là, Sansa vit dans les yeux de Geoffrey la même chose qu'elle avait vu juste avant qu'il se décide à exécuter Eddard Stark. Donc c'est vraiment genre je sais pas, je le sens comme un regard vraiment vicieux, genre, tu vois. Ouais. Genre... Tu sens qu'il va faire du sale. Ouais, genre en mode, je vais passer un bon moment, là. Ah ouais, moi, ah ouais, non, mais t'as raison, parce qu'en fait, je voyais plus comme comme de la colère plus que quelque chose, tu vois. Non, je le vois en mode, j'ai une bonne raison d'être sadique, tu vois. Enfin, peut-être, ouais. Moi, je pense, tu sais, au Geoffrey de la série, il jubile quand il exécute Ned. Ouais. Tu sais, il jubile, a fait, ouais. Mais genre, c'était quoi déjà? C'est genre, tu sais, genre, ma lady et ma mère me conseillent de les envoyer prendre le noir et tout.
mais le cœur des femmes est trop tendre. Tu vois? Ouais. Il jubile. Geoffrey s'apprêtait à le faire noyer sous alcool, mais Sansa parvint tout juste, par malice, à l'arrêter, prétextant que ça portait malchance de tuer un homme le jour de son anniversaire. Heureusement que Sandor vint la soutenir juste après, car Geoffrey n'était pas dupe. Mais je crois que dans la série, il commence à le faire, en fait. Ouais, il commence. Ouais, ça, ils ont vraiment montré le truc où il commence à boire du vin jusqu'à l'étouffement, et je sais plus comment ça s'arrête, mais Il y a cette raison, non, je crois qu'elle intervient, Sansa. ouais, en fait, elle intervient après, ouais. Ouais. Donc la punition que réserve le roi à Sardontos est qu'à présent, il ne sera plus chevalier, mais le bouffon du roi, et il tiendrait compagnie à l'autre bouffon du donjon rouge, Lunarion. Geoffrey en eut marre du tournoi et l'arrêta. Mais c'était au prince Tommen de jouter, contre un mannequin, bien entendu. Sa mère lui avait promis. S'ensuivit une scène où, malgré le fait que Tommen soit maladroit, ne soit pas entraîné et qu'il tombe de selle, il montra du courage et réessaya. Et Sansa pensa intérieurement qu'elle ne serait pas fâchée de l'épouser, lui. Mais tu sais, c'est vraiment le truc où tu te dis quand il y a un inceste, il y a vraiment une chance sur, je sais plus, c'est vraiment une chance sur 3, 4, qu'il y ait des pathologies génétiques. Et tu sens que c'est tombé sur Geoffrey, quoi. Et que les deux autres, Tommen et Myrcella, sont à peu près normales. Ça, c'est l'interprétation de... Je sais pas, est-ce que c'est une pathologie génétique ou c'est juste un psychopathe, tu vois, genre... Ah, peut-être, oui. Ouais. Mais, enfin, tu vois, ça y fait penser, en fait. Après, je dis, t'as peut-être raison, hein. Peut-être c'est juste un psychopathe et il y a aucun rapport avec l'inceste, hein. Mais tu sais, le fait qu'il y ait plusieurs enfants, qu'il y en a 2 qui paraissent être normaux et qu'il y en a un qui est déviant, Ouais. Bah, je pense que oui, l'inceste, enfin, c'est pas un hasard, quoi, dans l'écriture, en tout cas. On a envie d'expliquer cette sociopathie par l'inceste. Les portes du donjon rouge s'ouvrirent ainsi, alors que personne ne s'y attendait, et Tyrion Lannister, accompagné des gardes de sa famille, mais aussi des membres des clans des montagnes du Val d'Arin, entra dans la cour intérieure. Il était accompagné de près par un homme à l'air de chat, qu'on reconnaît comme étant Braun, et par un homme borgne, qu'on reconnaît comme étant Timet, chef du clan des Faces Brûlées. Alors, je dis qu'on reconnaît, en fait, parce que quand Tyrion il est accompagné par ce garde, on dit, ok, il y a un homme qui est brun à l'air de chat, et un adolescent, borgne. Et je me suis dit, mais c'est qui cet adolescent borgne déjà? Parce que je me rappelle qu'on a présenté Podrick Payne, le nouvel écuyer de Tyrion juste avant la bataille de la Verfurque, mais je me souvenais pas qu'il était borgne. Et en fait, c'est en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'en fait c'était donc Timet, ce gars des Faces Brûlées, et en fait on avait présenté comme étant borgne à l'époque, pour dire que oui, en gros, chez les Faces Brûlées, en fait, pour il faut se mutiler, ouais. Ouais, il faut se mutiler, lui, il a les couilles de s'enlever l'œil gauche. Ce qui est stylé, mais qui est un choix absolument catastrophique. Niveau vision binoculaire pour l'évaluation des distances quand tu te bats, super. C'est terrible. Mais t'avais Tyrion qui disait, ouais, c'est quoi la prochaine étape? C'est la bite. Oui, il a prouvé son courage, en tout cas. Oui. Mais je me dis, mais putain, mais pour te rappeler de ça, tu sais, pour te rappeler que vraiment c'est ce mec-là, bah, tu vois, donne un peu plus d'indices aussi, frère, voilà. Ouais. Tu sais, en plus, il y a genre quoi, il y a 4 ans qui sont écoulés 3 ans qui sont écoulés entre les 2 tomes. Enfin, 3 ans pour se rappeler de ce truc-là. Donc, ça fait depuis 10 ans que Dance with Dragon s'est sorti. Ouais, quoi. Putain. Sansa fut interloqué que Tyrion se désole de ses pertes. Après tout, c'était un Lannister et il devait en être heureux. Et lorsque Tyrion se désole de la perte de Geoffrey, celui-ci ne peut répondre que laquelle. C'est genre en mode putain, mais il s'est franchement il en a rien à battre, quoi. Vraiment rien. Non mais laquelle, c'est chaud. Pour lui, je pense qu'il a complètement oublié que son père était mort, en fait. Il est tellement dans son monde à présent qu'il est roi, il est tellement dans sa bulle bien comme il est, que pour lui, ok, c'était une formalité que son père meure. C'est un truc de fou, hein. Ah ouais, mais c'est fou, mais c'est ça, hein. Après, tu sais, c'est Robert qui disait qu'il a jamais été proche de son fils, qu'il le comprenait pas, qu'il comprenait pas ses enfants, etc. Mais, je sais pas, t'avais pas l'impression non plus que Geoffrey ne respectait pas son père dans les premiers tomes, dans le premier tome. Ouais. J'ai l'impression juste qu'ils se connaissent pas, que c'était des étrangers l'un pour l'autre, mais pas non plus qu'il allait jusqu'à oublier la mort de son père. Il fait la malin maintenant, mais s'il avait fait le malin comme ça devant Bobby B, là, Bobby B,
Grave. Mais alors que c'est pas Robert qui disait que justement, une des raisons pour lesquelles malgré le fait qu'il soit malheureux, bah que, il se destituait pas. C'est parce qu'il avait pas envie de remettre le pouvoir entre les mains de sa femme et de ses enfants. Ouais, il se disait, enfin, surtout de Geoffrey. Ouais, clairement, il dit, ils vont être pires que moi, quoi. Mais j'aurais bien aimé, avoir des informations sur la relation entre Robert et Tommen et Myrcella, tu vois. Ouais. Parce que bon, ils ont l'air d'être des enfants normaux, entre guillemets. Et c'est assez chaleureux, tu vois. Mais je vois pas pourquoi, et pourtant, Robert, il a jamais placé un mot en disant, Tommen et Myrcella, quand même, je les aime bien, et même eux, ils ont jamais eu de mots envers leur père, en tout cas dans le tome, quoi. Oui, même pas de homme, papa. Ouais. Après, on les a vus rarement ensemble, mais même, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils étaient malheureux ensemble. En tout cas, Tommen Myrcella envers Robert et l'inverse. Et bon, j'ai bien aimé la suite du dialogue entre les deux. Quand, tu sais, Geoffrey, il dit, est-ce que vous m'avez apporté un cadeau pour mon anniversaire? Tu vois, il répond, ma perspicacité. Et t'as Geoffrey qui répond, juste préférer la tête de Robb Stark. Et là, ça fait un peu penser au dialogue. Je sais pas si tu te rappelles, mais c'est comme, en fait, juste après, l'altercation entre Ned et Jaime auprès du bordel. Et tu sais, t'as le maître Pycelle qui apporte beaucoup de lait de pavot à Ned. Et tu sais, le maître Pycelle dit, oui, vous inquiétez pas, le lait de pavot, on dit que le lait de pavot est le meilleur des laits de sang. Et t'as Ned qui répond, juste préférez-vous desserrer la palme. Le petit dialogue, mais qui me font kiffer à chaque fois. Se retrouvant seul à seul avec Tyrion, Sansa, elle, ne sut que répondre que son père était un traître, ainsi que tous les autres membres de sa famille, lorsque Tyrion s'inquiéta des effets du deuil de son père sur la personne de Sansa, un réflexe de protection qu'elle avait appris au fil du temps. Et Tyrion comprit implicitement qu'elle ne se sentait pas rassurée de parler à un Lannister, mais essayait malgré tout de lui faire comprendre qu'elle n'avait rien à craindre de lui. Le chapitre se finit sur les pensées internes de Sansa, et je cite, « Il me parle plus gentiment que Geoffrey, se dit-elle, mais la reine aussi me parlait gentiment. » Et j'adore la phrase de fin de ce chapitre qui dit jamais plus Sansa ne commettrait pareilles erreurs. Et déjà du point de vue de Tyrion, on sait que Tyrion c'est un gars gentil. Donc voilà quoi, il est assez respectueux. Je pense qu'il est vraiment désolé en fait pour sa perte à Sansa. Et il comprend la situation dans laquelle elle est. Il aurait voulu que ça se passe autrement, hein. Ouais. Je pense que... Mais vraiment sincèrement, quoi. Ouais. Il aurait voulu éviter toutes ces conneries. C'est ça. Je pense que lui, tu vois, je pense qu'il a aucune hostilité envers les Stark et qu'il se dit juste c'est un énorme quiproquo, tu vois. Que le coupable est ailleurs, que c'est pas on devrait pas se faire la guerre, tu vois. Je pense qu'il le pense réellement. Ouais, et puis même pas genre que c'était une connerie d'exécuter Dark, mais que maintenant que c'est fait, et puis c'est bon, on est en guerre, mais j'ai pas d'hostilité envers eux, quoi. Mais je pense qu'il a même pas d'hostilité envers Catelyn non plus, hein. Il dit c'est un quiproquo, les gars. Ouais. Tu vois. Mais ça sort que Tyrion, en venant à Port-Réal, il doit se dire que, mais, la façon dont on s'est fait la guerre, là, les Stark et les Lannister, en plus, lui, il connaît les raisons. Et il sait que ça vient de Littlefinger. Moi, je veux bien voir la première rencontre entre Tyrion et Littlefinger quand il va lui dire, mais les gars, à cause de ça, ouais, ça t'a mis bordel. Ton histoire de poignard, là, dis-moi ce qui se passe. Parce qu'il sait que c'est à cause de Littlefinger, tout ça. Donc moi, je veux bien voir sa première rencontre avec Littlefinger, hein. Ah, clairement. Ouais, c'est vrai. Et bon, Sansa, on l'avait déjà évoqué, hein, le fait que, ouais, il y a un changement de ton sur son personnage. Mais ça fait du bien, putain, parce que, au moins, là, quand je vois un chapitre de Sansa, je suis pas là en mode, vas-y, plein de niaiseries, tu vois, je suis là en mode, ouais. Ah ouais, les 2-3 premiers chapitres, même tous, en fait. Jusqu'à la mort d'Eddard, c'était avec des exceptions, ouais. Ah, ça faisait chier. Ouais, mais juste à cause du personnage. Ah si, à part le chapitre avec le limier, là, où tu sais, ils rentrent ensemble et ouais. À part celui-là, jusqu'à la mort d'Eddard, ouais, franchement, t'as envie de la gifler. Et là, Sansa, c'est un personnage très appréciable. Mais je me rappelle très bien, notre premier chapitre de Sansa, je me rappelle même du numéro, c'est le 13. On avait souffert sur celui-là. Ouais. En le lisant, c'est très terrible. Et en plus, ça enchaîne avec, Sansa qui dit non, mais tu sais qui arrive pas à se prononcer sur qui est responsable de quoi dans la bagarre là. Oui, bien sûr. Entre Arya et Geoffrey. Oui, donc c'est détestable. Là, franchement, il est très très appréciable, mais bon, c'est un peu dans la douleur qu'on comprend plus les gens. Hein. Ouais. Donc, je suis vraiment désolé pour toi, Sansa, mais au moins ça m'a permis de t'apprécier.
Enfin voilà, on a terminé pour ce chapitre. On espère que voilà, le commencement de Clash of Kings vous plaît et que vous appréciez le suivre avec nous. On vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.